Romain, je reviens sur votre histoire. Mmh. Vous êtes devenu tétraplégique après un accident de ski en 2012. Vous avez dû faire un long travail de rééducation. On imagine que vous avez dû réinventer les sexualités et aujourd'hui, vous arrivez à mener une sexualité qu'on peut qualifier d'épanouie. Bah, c'est exactement ça, hein. Ça fait partie de la redécouverte, de la renaissance. C'est-à-dire que un jour, on se réveille, il n'y a plus rien qui bouge, mais est-ce que ça fonctionne encore? Et puis, bah, tiens, si, ça fonctionne, mais bon, ça ne fonctionne pas comme avant, c'est pas pareil. Donc, effectivement, c'est tout à redécouvrir, tout à réexplorer. Et je pense que c'est ça, en fait, cette rééducation, en tout cas, elle est passée par là, elle est passée par l'exploration, par la découverte, par soi-même, en se Et comment faisant on fait aider. pour justement, voilà, vous dites, on Ouais. découvre comment? Soi-même en se faisant aider, mais comment est-ce qu'on réinvente la sexualité? Alors, tout simplement, au début, on se renseigne un petit peu. En fait, hein. On va chercher à droite, à gauche, savoir qu'est-ce qui existe. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec un sexologue, ce qui a été fait. Et puis après, bah, c'est une découverte avec soit sa compagne ou avec d'autres compagnes. Et puis, bah, on essaye, en fait. On se lance, on fait des essais. Voilà, tout simplement. On commence petit par quelque chose. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Tiens, chez moi, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas du bien? Voilà, et c'est comme ça qu'on découvre petit à petit, hein. Vous avez parlé de sexologue que vous avez vu dans un centre de rééducation. Tout à fait. Et donc, Gilbert, en rééducation, la sexualité fait partie également de la prise en charge après un accident médulaire. Absolument, oui. C'est d'ailleurs tout ce que vous décrivez, c'est de la rééducation sexuelle, de la même façon qu'on redécouvre les sensations. Alors, normalement, les centres de rééducation sont censés avoir des médecins sexologues et des sexologues. Malheureusement, par manque en fait de professionnels formés, c'est pas toujours disponible. Alors, vous avez eu un accident de ski, vous avez eu un traumatisme médulaire. On va réexpliquer à nos téléspectateurs pourquoi, en cas de traumatisme, il est possible d'avoir une atteinte sexuelle. Alors, vous avez le cerveau, vous avez la moelle, et en fonction de l'atteinte de la moelle en cas d'accident, eh bien, vous pouvez avoir un niveau de paralysie plus ou moins important. Plus la section est haute, plus la paralysie sera importante. Et vous comprenez assez facilement que si la zone responsable, notamment chez l'homme, de l'érection ou de l'éjaculation est sectionnée, eh bien, en fonction des fibres qui vont être touchées, eh bien, on peut avoir des troubles de l'éjaculation ou des troubles de l'érection. Mais Julia, ça, on parle du côté mécanique. Mais chez la femme, est-ce qu'il y a peut-être aussi un tabou où on parle moins justement du retentissement d'un accident, notamment sur la moelle ou d'une maladie? Ah bah, totalement. En fait, on retrouve le même tabou de la sexualité et de l'approche de la sexualité dans la population générale par rapport aux femmes. On n'a quasiment aucune étude sur la sexualité féminine des personnes en situation de handicap. Très, très peu. Les seules choses qu'on a, c'est on sait que près de je crois que c'est plus de la moitié des femmes n'ont pas de suivi régulier en situation de handicap, ce qui est par rapport à la population générale une catastrophe et bien au-dessus des taux, des moyennes nationales. Donc ça, c'est un scandale qu'on essaye de faire changer. Et concernant la sexualité, on parlait des centres de rééducation qui doivent apporter ça. Mais quand vous n'êtes pas blessé médulaire et quand vous avez un handicap de naissance, vous passez à travailler les mailles du filet et vous n'avez pas accès à ces informations-là. Justement, comment est-ce qu'on trouve de l'information? Parce que vous l'avez dit, Romain, ça peut être les compagnes, on cherche sur Internet. Comment est-ce qu'on fait si on a des téléspectateurs qui veulent... voilà, le généraliste, il n'est peut-être pas forcément à l'écoute ou très compétent, il faut dire la vérité parfois. Comment est-ce qu'on fait pour trouver de la bonne information? Alors, depuis quelques années, et c'est en train de se déployer sur le territoire, il y a des centres Intimagir qui ont vu le jour et qui sont là pour justement aider à la fois les professionnels, mais aussi les personnes et l'entourage pour avoir ces types d'informations. C'est quelque chose qui est très récent et qui demande qu'à se déployer parce qu'effectivement, trouver l'information comme ça, c'est très, très compliqué. Il n'y a pas de ressources. Oui, moi, ce que je voulais vous demander, c'est qu'il y a encore trop de personnes aujourd'hui en situation de handicap qui renoncent totalement à leur sexualité parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ne trouvent pas les informations. Ah oui, oui, totalement. On a énormément de témoignages à l'association où on a des familles. Alors, c'est les parents qui appellent en disant « mais mon grand garçon, ma grande fille », alors quand je dis grand, c'est 30 ans, 40 ans, hein, vous voyez un peu, voilà. Donc, il est tout seul, il ne sait pas où elle est toute seule, elle ne sait pas, elle déprime, et je ne peux rien faire pour elle parce qu'il n'y a pas de solution. Je n'ai pas d'interlocuteur, je ne sais pas à qui en parler, et je ne sais pas quoi faire. Avec un retour de parole, Gilbert. Pardon, oui, je me permets de dire aux téléspectateurs que quand on entend « Ah, je n'ai pas de vie sexuelle, etc. », on imagine que le côté sexuel. N'oublions pas que quelqu'un, par exemple, un célibataire,
qui se met en isolement sexuel parce qu'il ne sait pas quoi faire ou parce qu'il y a des difficultés, c'est pas que le sexe. Oui, C'est bien un sûr. isolement affectif. Oui. C'est tout ce qu'il y a autour de la sexualité, Bien toute la construction se prive d'amour, etc. Donc ça va bien au-delà de la sexualité. Et qu'est-ce qu'on peut proposer dans les institutions? Il y a des sexologues qui sont, on l'a dit, pas assez en place. Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a des cours d'éducation sexuelle? Je ne sais pas. Est-ce qu'on réinvente? Parce que je me dis, il y a mille et une choses à faire. Non, il n'y a pas. Puis après, je pense que ça serait difficile de toute façon de faire un cadre, de faire un schéma type, puisqu'il y a autant de sexualité que de handicap. On a Que tous d'individus. vraiment une handisexualité différente, puisqu'on a tous des capacités, que ce soit physiques ou autres, différentes. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire pour pas que ce soit tabou. Effectivement, le côté sexologue, je pense qu'il est très très important à l'impliquer beaucoup plus dès l'instant qu'on sait qu'une personne est en situation de handicap suite à un accident ou de naissance. Ouais. Julia, vous êtes pour la reconnaissance de ce qu'on appelle les assistants sexuels. Aujourd'hui, un assistant sexuel, c'est de la prostitution en France. Tel que c'est reconnu légalement dans le cadre de la loi, même si... Le problème, c'est que c'est pas reconnu. C'est C'est bien de- c'est traité c'est comme assimilé, de la c'est prostitution. assimilé. C'est assimilé. C'est assimilé à de la prostitution, alors que ça n'en est clairement pas. Est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est, justement, ces assistants sexuels? Assistants ou assistantes, ce sont des personnes qui sont formées au handicap et à la sexualité et qui viennent rencontrer la personne, qui écoute ce que la personne a à dire pour pouvoir être en capacité de lui répondre. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre mécaniquement quelqu'un en contact avec une autre personne qui va le masturber ou la masturber ou avoir une relation sexuelle avec elle. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de bien comprendre la demande. Si on a quelqu'un qui appelle en disant je me sens seule, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je veux une assistante sexuelle, on va lui dire bah non, ce n'est pas vraiment ça que vous cherchez. Par contre, si on a quelqu'un qui va dire j'ai besoin d'avoir une assistance sexuelle pour m'aider à me masturber régulièrement parce que je ne peux pas, je ne suis pas dans la capacité physique ou psychique de le faire. Il faut aussi penser à des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps quand ils éprouvent du désir ou quand ils ont une érection. On a des situations où on a des personnes atteintes d'autisme qui vont se masturber avec des manches à balai. Faut être clair. Donc le problème est qu'aujourd'hui, pour éviter ces situations-là, on préfère les mettre sous calmant. On préfère éviter le problème, on glisse ça bien sous le tapis, personne n'en parle, personne ne dit rien. Nous, on dit qu'il faut reconnaître ce besoin-là. Car ça existe à l'étranger, hein, en Oui. Suisse, en Belgique, en Allemagne. Certains, on imagine, font même le voyage. Exactement. Alors, les frontaliers s'organisent pour aller bénéficier de ces services-là. Les personnes les plus riches, encore une fois, vont pouvoir aller faire le voyage. Et les établissements font des caisses noires pour organiser aussi un voyage. Alors, culturel officiellement ou touristique officiellement. Et puis, à un moment, dans le planning, vous voyez qu'il y a une demi-journée où il n'y a rien de marqué. Tout le monde sait où vont les personnes, mais rien n'est officiel. Enfin, c'est dramatique d'en être là aujourd'hui en France. Et c'est, une fois de plus, je sais que ça peut paraître un peu choquant de se dire assistant ou assistante sexuelle, mais une fois de plus, ça va bien au-delà de la sexualité. Ce qui est d'ailleurs actuellement plutôt admis, et ça commence à prendre forme en France, c'est pas tellement les assistants, c'est plutôt l'utilisation de ce qu'on appelle communément sex toys, et qui peuvent être particulièrement adaptés dans certains types par exemple, de paralysie, de manque de sensation, de stimulation neurologique avec des vibrations différentes. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, nous, médecins sexologues, on s'est rendu compte que les personnes dans votre situation avaient plus de discussions et de contacts avec les vendeurs de ce type d'appareils sexuels qu'avec les médecins. Parce que les médecins n'évoquent jamais le sujet, en fait. Ouais, c'est vrai.